Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a de la chance de parler à Nour, qui va nous parler justement de son expérience en tant que personne bipolaire et aussi en tant que médiatrice en santé père. Et je te donne la parole, Nour, pour te présenter. Bonjour, je m'appelle Nour, j'ai un peu plus de 45 ans et j'ai des troubles bipolaires et j'en ai fait mon métier. Trop cool. Et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce parcours, justement? Alors, le parcours, j'avais un parcours, je veux dire, classique, études, vie à l'étranger, enfin classique, je veux dire pas lié à ma maladie. Et puis, diagnostic tard et le fait de période Covid, réflexion sur moi-même, impossibilité de retour à la vie normale en tant qu'entrepreneur dans la mode et réflexion et la suite. Voilà. Et c'est-à-dire, Alors la suite, ça a été donc raconté comme ça, c'est une longue réflexion, mais aussi une longue recherche. C'est-à-dire que pendant un an, je me suis dit, c'est plus possible de faire donc c'était à peu près la période du Covid, c'est plus possible de faire ce que je fais, c'est plus possible de vivre à Paris, c'est plus possible ci, c'est plus possible ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et pendant un an, je me suis dit, mais j'ai appris tellement de choses sur mon trouble et sur mes comorbidités qu'on m'avait jamais dites en ces termes. Et je me suis dit, mais moi, à la base, je me suis dit, je vais en faire un bouquin. Et puis bon, j'ai pas la discipline d'un livre. Et surtout, je voulais pas rester seule dans cette recherche. Alors j'ai trouvé, alors c'est pareil, hein, j'ai cherché, cherché, cherché. J'ai vraiment digué sur le net. Et j'ai trouvé cette formation donc, que j'ai faite donc, il y a 2 ans, qui est la formation de médiatrice en santé père. C'est une formation portée par le centre collaborateur de l'OMS en France. Et c'est une formation qui est une licence Paris 13, ce qu'on appelle Paris 13 Sorbonne Nord. Et c'est une licence avec vraiment une spécialisation médiation en santé père, donc que pour les personnes concernées pour le trouble psy, par le trouble psy. Et l'idée, c'est qu'en même temps que la licence, donc des cours très théoriques faits par des psychiatres, psychologues, etc., ou personnes concernées, j'ai intégré en même temps le métier. C'était un peu comme c'est pas une licence professionnelle, mais on va dire que c'est un peu comme une licence professionnelle en alternance. Et l'idée, c'est que je faisais, donc pendant un an déjà, donc il fallait un niveau bac+2, mais pendant un an, j'étais 3 semaines sur mon lieu de travail, une semaine en fac. Voilà. Et donc, j'apprenais le métier et de façon théorique, et c'est un nouveau métier. Donc, je le faisais aussi. C'était moi, j'aime bien cette méthode du place and train. Donc, vraiment, on est sur le terrain, on apprend. Et c'était à la fois j'allais dire, la beauté du truc, mais aussi toute la difficulté. Et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille en tant que médiatrice de santé père dans un hôpital public en France, dans une petite ville. Et j'ai rejoint un service, donc depuis le début, je travaille dans le même service, qui est un service de psychiatrie ambulatoire. C'est-à-dire que on se déplace, nous, on se déplace. On a des patients, alors on appelle ça usagers, puisqu'ils ne sont pas à l'hôpital, qui sont chez eux et qu'on essaie de garder, enfin qu'on essaie, parce qu'ils le veulent, de garder chez eux. Donc chez eux, ça peut être chez leurs parents, ça peut être dans des logements autonomes, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils ne soient pas à l'hôpital. Ouais, c'est le nerf de la guerre au final, c'est éviter les hospitalisations parce que ça peut être un peu destructeur. Enfin, je sais pas si tu as été concerné ou pas. Alors, moi, j'ai été concernée. Alors, j'ai pas vécu les choses les plus atroces possibles. Je parle de la contention, de l'isolement, etc. J'ai vécu des choses qui étaient pas cool, mais j'ai toujours été hospitalisée de façon volontaire. J'ai jamais été hospitalisée sous contrainte. Là, l'idée, c'est vraiment de reconstruire, de travailler autour du rétablissement et de reconstruire tout un projet autour de la personne, de l'engagement de la personne. On revient vraiment sur la personne et pas sur le malade. Bon, après, il ne faut pas se cacher non plus. Enfin, derrière tout ça, il y a plus de lits en psychiatrie. Ça coûte moins cher de laisser les gens chez eux. Enfin, il faut aussi, c'est pas non plus un projet qui est incroyablement tourné sur la personne, etc. Ça, c'est un projet qui quand même arrange tout le monde, mais tant mieux parce que moi j'ai vu ici des gens ici ou ailleurs, hein, mais
pas moi, enfin certains Alors, de mes patients, de mes usagers, pardon. et tu dis ici, c'est quelle ville, c'est quel hôpital, est-ce que tu peux en parler? Je suis dans un hôpital de la Nouvelle-Aquitaine, une petite ville de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai vu des choses qui étaient en fait, des patients qu'on garde extrêmement longtemps et qui ne font rien. En fait, c'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on est soigné. Ça, c'est vraiment je pense, enfin, je parle des troubles psy, hein, je parle pas du reste. On peut très bien rester des mois et des mois à l'hôpital et juste être, c'est méchant ce que je vais dire, mais je parle vraiment de façon générale, juste être sédaté, un peu entertainé, enfin, vraiment, moi je pense que encore une fois, si la personne le veut, hein, le lien social, il est quand même essentiel. Moi, j'ai été soignée comme ça. J'ai été soignée en partie publique, en partie libérale, mais mon psychiatre libéral, qui me suit maintenant depuis 10 ans, c'est un peu, si je devais donner, c'est pas son slogan, mais c'est le slogan que je vais lui donner, tout sauf l'hospice, quoi. C'est tout sauf l'hospitalisation, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans tous les cas, en tout cas. Bon, je parle pour moi. Ouais, et en fait, tu reviens aussi à quelque chose que je trouve très important. C'est à un moment, tu as dit, voilà, pendant le Covid, je me suis rendu compte que je peux pas. Mm. Et, et moi, ça me fait référence un peu à l'acceptation, parce que je suis aussi un peu passé par là, notamment de nous dire, par exemple, bah, je peux pas aller en boîte de nuit toutes les 2 semaines avec des potes. Je peux pas boire des quantités d'alcool trop importantes. Comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a eu un côté je peux pas, et il y a aussi un côté parce que je peux pas, je peux. Et ça a Ouais. été un peu, tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai vécu un Covid assez particulier. Pas du tout, j'allais dire comme mes amis parisiens, parce que déjà, j'étais à la campagne, donc les restrictions étaient assez limitées finalement à la campagne. Et moi, en fait, bah, je suis tombée complètement dans mes comorbidités addictives. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de sortir, juste d'aller chez le dealer, oui. Mais en fait, je me suis laissée. Alors, c'était avant le Covid. Je me suis laissée aller. Bon, je suis partie à la campagne avant le Covid pour d'autres raisons. Et en fait, je me suis laissée entraîner dans ce truc où j'avais déjà eu des comorbidités addictives. J'ai toujours aimé faire la fête. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la drogue et pas la fête. Et finalement, le Covid m'a aussi emmené là-dedans parce que contrairement aux autres, ben moi, je trouvais, j'avais pas besoin d'aller en boîte de nuit pour consommer. Et il y a un moment, voilà, tout ça c'est un peu mélangé entre le Covid, qu'est-ce que je fais. Enfin, c'est pas aussi clair que ça, hein. Là, j'en parle peut-être de façon très claire, mais à vivre, c'est pas du. Bah, déjà, moi, j'ai toujours vécu un peu au jour le jour, donc j'avais pas de perspective de oh, qu'est-ce qui va se passer après le Covid, etc. C'était pas du tout ça. C'était il y a le Covid, je tombe de façon plus grave dans les drogues dures, je me soigne, je fais une thérapie assez spécifique, je ressors, c'est encore compliqué, il y a encore le Covid, etc. Et en fait, le Covid, c'était plus le fait de, ben, je ne reprenais pas ma vie d'avant parce que comme j'étais entrepreneur mode et que j'organisais par exemple des ventes, je travaillais en tant que consultante pour des salons, etc., ça n'existait plus. Donc, j'avais plus le prétexte de revenir à mon travail. Et ça m'a aussi fait plonger encore plus dans ce truc assez mortifère. Et en même temps, c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir. Enfin, il y a toujours du bon et du mauvais dans tout. Enfin, c'est pas aussi catégorique que ça. Voilà. Et à la Ouais, fin, pardon. vas-y, vas-y. Et à la fin, quand j'ai commencé vraiment à m'en sortir au niveau. Alors, moi, je croyais être sortie de la bipolarité depuis longtemps. Enfin, je croyais que. En fait, je vivais à ce moment-là beaucoup plus difficilement les comorbidités addictives sans vraiment savoir que c'était lié, parce qu'on ne m'avait pas dit ça comme ça. Et puis, on est aussi. Alors là, je fais une petite aparté, mais je trouve ça important parce que moi, j'en ai beaucoup souffert et je me rends compte aujourd'hui que j'ai des patients qui en souffrent beaucoup. C'est très compliqué quand on a un trouble psy, j'imagine quel qu'il soit, mais on va dire quand on est bipolaire et qu'on est en gros toxicomane. Parce que on soigne rarement les deux en même temps, alors que les deux sont liés. Et moi, je n'ai pas arrêté d'être
balancée d'un service à un autre et j'ai entendu des trucs par exemple, de chef de clinique au niveau de la dictologie, de me dire, mais non, vous n'êtes pas vraiment bipolaire, alors que j'avais été diagnostiquée avant. Tous vos troubles viennent du fait de vos consommations. Et du coup, moi, je ne savais plus où j'en étais. Et ce truc de... Alors qu'on sait aujourd'hui, et je sais aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est étroitement lié. Il faut arrêter de dire que c'est pas lié. Et le problème, que le soin n'est pas lié. C'est-à-dire que moi, par exemple, où je me suis fait soigner après en post-cure avec la méthode Minnesota, on était 2 à avoir un trouble psy sur 36, les autres ayant que l'addiction. Et en fait, les 2 se soignent en même temps. Il n'y a pas. Enfin, je ne comprends pas qu'en France, et j'en ai encore le cas dans certains patients du coup que je suis, on leur dise ah non, bah, faut soigner l'addiction avant de soigner le trouble psy. Ou, enfin, c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est vraiment quand les addictions handicapent à ce point, les addictions, elles handicapent le rétablissement, point barre, quoi. Voilà. Et je trouve ça important et j'espère qu'un jour on arrivera à cette vision plus globale du trouble psy et des addictions. Mais de toute façon, on y va quand même, hein. Enfin, je suis d'accord avec toi, en fait, même, et les chiffres le montrent. Sur la population générale, si on prend les chiffres, c'est de l'autorité de la santé, ça date de quelques années, hein. Mais c'est à peu près 10% de personnes qui ont des problèmes d'addiction. Mm. Mais quand on parle d'addiction, alcool, drogue, etc. Mais alcool est une drogue, hein. Pour moi, Mm. c'est important Ouais, de le ouais, tout dire. à fait. Et en fait, sur la population de personnes bipolaires, c'est à peu près 40%. Ouais, Donc, tu fais ouais, x4. ouais, Donc, il y a quand même quelque ouais. chose, on va dire. Mais on le sait, mais on ne soigne pas de cette façon, je pense. Enfin, en tout cas dans le public. Bon, voilà, je ne vais pas refaire le Enfin, secteur psychiatrique français. dans le sens où, tu vois, enfin, moi, la réflexion que je me fais souvent et que je vois énormément, c'est que je te rejoins dans le sens où il n'y a pas vraiment de vision un peu holistique, un peu globale. Et on est avant tout. Et en fait, si on veut aller vers le rétablissement, eh ben, on a besoin de plein de choses. On a besoin déjà de fondements. Moi, je parle toujours de piliers. Et les piliers, c'est l'hygiène de vie. Et Mm. donc, tout ce qui est addiction ne va pas ensemble, ça va pas ensemble. Et puis, on va avoir besoin d'un père aidant, d'un médiateur de santé père. Et justement, qu'est-ce que tu apportes en tant que médiateur de santé père? Médiatrice, je devrais dire. Ouais, médiatrice. Ouais. Alors, ce que j'essaie d'apporter, j'étais venue pour une chose et je me rends compte que moi, j'étais venue pour parler aux usagers, pour faire le lien, pour avoir une écoute attentive, autre, etc., etc. En fait, donc il y a ça déjà, c'est d'abord pour les usagers. De toute façon, c'est toujours pour les usagers, que ce soit via l'équipe. Après, je me rends compte que via l'équipe, ça fait 2 ans que je suis dans la même équipe. Et du coup, j'ai peut-être enfin, j'espère, trouvé ma place. Bon, ça a été, c'est pour d'autres raisons, mais j'apporte aussi ma vision de personnes concernées. C'est-à-dire que ben, eux, ils savent pas ce que c'est qu'être bipolaire, quoi. Ou eux, ils vont s'arrêter sur une façon de parler à un usager, et moi, j'ai envie de leur dire, mais non, vous pouvez le secouer, c'est pas parce qu'il est bipolaire que c'est un enfant. Bon, voilà. Donc, j'ai un rôle, enfin, en tout cas, je me bats pour avoir un rôle auprès des usagers, auprès de l'équipe, mais aussi un rôle alors, c'est pas porte-drapeau auprès de l'institution. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon hôpital, je suis la seule médiatrice de santé père, la seule médiatrice de santé père dans le sanitaire, donc je suis dans les Landes, donc c'est facile à comprendre. Donc, l'idée, ça fait 2 ans hein, que je me bats. Bon, je me bats pour moi hein, aussi, je ne suis pas non plus philanthrope, mais je me bats pour moi, pour mon statut, ma reconnaissance, etc. Mais je me bats aussi pour que là, par exemple, on est en train de travailler, enfin, l'hôpital est en train de travailler sur l'engagement patient. Et ben, je me suis vraiment battue pour avoir mon mot à dire et être invitée, par exemple, dans les commissions et pouvoir, pas être invitée juste pour faire la plante verte, mais pouvoir aussi en discuter. Et je me rends compte qu'il y a énormément à faire. Bon, ça, enfin, c'est pas un secret, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'étais dit, je vais faire il y a 2 ans en arrière, même il y a 2 ans et demi, quand j'ai passé mon entretien, c'était, moi, je vais faire ma licence pour me trouver
la licence va me donner de la théorie, le boulot va me donner une structure, parce que moi, j'ai besoin d'une structure, sinon je pars dans tous les sens. Et voilà. Et là, je me rends compte que ça me dépasse, mais c'est ça que j'aime. Enfin, évidemment, en bonne bipolaire, c'est ça que j'aime. Et il y a vraiment un truc qui se passe. Alors, là, je vais essayer de donner un peu d'optimisme. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe au niveau des ARS. En tout cas, moi, au niveau de mon agence régionale de santé, qui est la Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même des choses qui se passent. Par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, enfin, on ne peut pas dire que ça avance pas dans la reconnaissance de la parole de la personne concernée, on va dire, en un trouble psy. Donc, tout à coup, je me fais, ben, j'ai plusieurs casquettes. C'est toujours la même personne, mais j'ai plusieurs casquettes. Je trouve pas ça difficile en termes de travail. Après, je trouve ça difficile en termes de. Moi, j'ai un peu tendance à vivre le truc, hein, en bonne bipolaire, à m'impliquer, etc. Et voilà, il faut que je garde quand même. J'apprends, oui, que j'essaie d'apprendre à garder un peu de. Mais bon, ça, c'est perso, quoi. Moi, je vis le projet. La psychiatrie, pour moi, la façon dont je la fais, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dans lequel je suis à fond. Je suis en lien avec d'autres pères aidants. On s'échange des trucs, on s'échange des études. Enfin, je suis un peu à fond. Mais en même temps, si je le fais pas à fond, moi, je le fais pas. Donc, voilà. C'est Comment tu définirais la différence entre médiatrice de santé père et père aidant? Alors, père aidant, ça peut être n'importe qui est concerné par le trouble. Il n'est pas forcé d'avoir fait, déjà, ça peut être un bénévole, et il n'est pas forcé d'avoir fait une formation. Ce qui distingue le médiateur de santé père, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste les textes, c'est que médiateur de santé père, c'est forcément, déjà, ça ne concerne que les troubles psy, ça ne concerne pas les patients experts en oncologie ou autres, les troubles psy, y compris l'addicto, hein, et c'est une formation centre collaborateur de l'OMS en France. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Je crois qu'on est, les derniers chiffres, je crois qu'on est 180 en France depuis un gros, moins d'une dizaine d'années que le programme existe parce qu'il y a eu des coupures, etc. Mais depuis 5 ans qu'il est porté par Paris 13 aussi. Voilà, on doit être 100, 180, donc c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est très spécifique. On se reconnaît. C'est-à-dire qu'on vient de la même université, on a reçu la même formation. Alors, certains diront, c'est marrant parce qu'une fois, on m'a demandé si ça ne me dérangeait pas d'être formaté, mais je ne me sens pas formatée. Enfin, pour moi, c'est de l'acquisition de connaissances. Ouais, c'est intéressant le terme formaté par rapport à formation que je trouve un peu dur parce que dans le sens où le fait d'apprendre, après, c'est toujours prendre le recul pour pouvoir, voilà, justement, apprendre de différentes manières. Maintenant, j'aime bien cette définition parce que, tu vois, par exemple, je me considère comme quelqu'un qui est père aidant. Mm, Pour autant, je n'ai pas fait de formation à mm, proprement dit. Alors, je me suis formé avec des assos, je me suis formé par mm. moi-même. Maintenant, c'est bien qu'il y ait un côté aussi médical qui cadre les choses. Au niveau de cette formation, donc là, tu parles de Paris 13. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres formations qui existent? Mais tu vois, par exemple, tu dis que tu n'as pas fait de formation, mais tu t'es auto-formé ou tu as fait des formations. C'est quand même de la formation. C'est quand même. Alors, à ce moment-là, par formation, il faudra entendre formation universitaire ou formation autre. Mais tu as quand même fait de la formation, tu ne débarques pas, ou les autres pères aidants, mais même les pères aidants bénévoles, même s'ils ont un savoir expérientiel. Donc, enfin, pour moi, là, j'aurais dû dire peut-être formation universitaire. Voilà. Moi, je sais que, alors, je ne suis pas hyper bonne en cartographie des formations, mais je sais qu'il y a le fameux DU alors, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, de Père et Danse du Vinatier. Il y a un DU à Tours. Il y a des DU qui se montent. Mais, par exemple, moi, je sais, alors, encore une fois, je parle que pour moi, hein, je ne parle pas pour les autres. Moi, j'avais besoin, comme c'était une reconversion professionnelle, j'avais besoin d'être cadré, structuré, que l'emploi il aille avec, parce que sinon j'allais partir en vrille, quoi. Enfin, je me connais. Enfin, il y a un moment, passé 40 ans, je pense qu'on se connaît assez sur, sur le trouble. Enfin, quoique. Mais
Je savais que. Puis moi, j'étais hyper déjà universitaire, hyper scolaire. J'ai jamais, au contraire. Par exemple, la première fois que j'ai vraiment décompensé, c'est à la fin de mes études. Bon, c'est quand ça a commencé à être toutes ces possibilités qui s'ouvrent à moi. C'est beaucoup trop. Tout le temps de mes études où c'était chiant, cadré, enfin chiant. Je veux dire, j'étais vraiment moi, hyper scolaire, même les cours à 8 heures du match, j'y allais, etc. Mais j'étais hyper bien. J'avais déjà fait une dépression dans l'adolescence, mais là, j'étais hyper bien. Et quand, à la fin de mes études, à la fin de mon stage, à la fin de tout, je me suis retrouvée avec toutes ces possibilités. Bon, je suis partie vraiment. C'est là où j'ai vraiment commencé à faire ce qu'on appelle une dépression sans raison. Ah, c'est la première dépression sans raison de la bipolarité, l'entrée vraiment dans la bipolarité. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on évoque encore trop peu. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le sujet, dans le sens où la nécessité d'avoir un cadre, d'avoir une routine. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des personnes qui sont rétablies, après ça dépend de la définition du rétablissement, sont des personnes qui ont une, une structure, un cadre, des routines. Et moi, le premier, le fait que bah, je me lève à la même heure quasiment tous les jours, même le week-end, le fait que je sais que je bosse de tel jour à tel jour, je sais que, voilà, personnellement, je prends pas mal de vacances, je prends 7 semaines de vacances par an à peu près, voire même 8. Maintenant, mais par contre, ma vie est relativement bien cadrée. Et si j'avais pas ça, je partirais en couille. Et ça, comment tu fais? Parce que en tant que médiatrice de santé père, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont un peu sortis du travail, moi j'en le vois beaucoup, hein, qui ont même peur de retravailler, même faire du bénévolat à mi-temps, hein, où il y a presque un blocage, comme si c'était auto-convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient plus capables. Et comment tu fais par rapport à ça? Quel conseil Enfin, conseil, j'aime pas le mot conseil, mais en fait, moi, mes patients, c'est pas du tout ça, quoi. Ils en sont pas là. Moi, j'ai beaucoup de ce qu'on appelle précoce, donc des 18-30 ans. Et en fait, moi, je travaille beaucoup et c'est vraiment mon cheval de bataille, sur le diagnostic, parce que je me rends compte qu'ici, en plus, on est dans un désert médical. Et notamment, les usagers qu'on suit, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller dans la psychiatrie libérale, etc. Et ils ont soit, soit ils ne connaissent pas leur diagnostic, ça existe encore. C'est-à-dire que c'est marqué dans leur dossier médical, mais on ne leur a pas dit. Alors ça, moi, je trouve ça, mais bon. Soit, et surtout, ils le connaissent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc moi, je ne suis même pas sur le travail. Et quand c'est le travail, je passe le relais aux éducateurs du service, parce que c'est plus leur domaine. Et aussi, il faut savoir, enfin, moi, je pense que pour se protéger, pour se trouver, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais ça, c'est valable dans tous les métiers. Et moi, vraiment, mon truc, quoi, c'est le diagnostic. Je me bats pour. Alors maintenant, j'ai réussi à travailler, par exemple, au sein du service pour lequel je travaille, je m'occupe des pré-admissions. Et bon, j'adore. Je kiffe à mort parce que c'est le premier contact avec l'usager, c'est au téléphone, c'est on se dit un peu les choses, etc. Et là, déjà, moi, j'arrive à savoir, c'est pas un don, hein, c'est parce que en face de moi, enfin, je suis une personne concernée, quoi. C'est juste comme ça. Et que je l'ai travaillé, et que j'ai du savoir expérientiel, etc., etc. Mais c'est pas un don que j'ai, c'est voilà, c'est la façon dont je travaille. Et là, je vais essayer de comprendre leur première demande. Parce qu'en fait, ils contactent notre service, mais souvent, c'est pas eux qui le contactent. C'est via la MDPH et c'est via l'assistante sociale, c'est via le psy, c'est via 10 millions d'entrées. Ils savent pas. Et en fait, souvent, même quand ils disent bah, j'aimerais bien travailler ou j'aimerais bien faire une formation, bon, c'est un peu ce que les partenaires veulent entendre ou leur famille veulent entendre. Mais avant ça, il y a tout un travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer une formation si on n'est pas rétabli, quoi. Ça ne sert à rien. Mais on peut commencer à comprendre ce qu'on a, mettre en place des choses et aller vers une formation.
et prendre le temps. Alors, moi, j'interviens, donc j'interviens au début en préadmission et j'interviens après, j'interviens pas à la fin, mais en cours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, ils vont avoir une demande et le diagnostic, ils ne le servent pas vraiment, mais moi, s'ils ne le demandent pas, s'ils ne demandent pas à être un peu éduqués là-dessus, je vais pas leur imposer ça. C'est pas, mais je sais qu'à un moment, ils vont le demander. Donc, par exemple, en préadmission, oui, ils veulent le retour à l'emploi. Je dis, bah, ça serait bien. Donc, je vais les rencontrer. Donc, premier entretien téléphonique, ensuite, premier entretien physique avec un membre de l'équipe. Et ensuite, ils sont dans le truc, OK, le boulot, machin, les formations, mais ils se rendent compte. Moi, je trouve que c'est hyper important qu'ils se rendent compte par eux-mêmes des difficultés qu'ils vont avoir et pas qu'on leur dise ah ben non, ça va. Bon, voilà. Et en fait, à un moment, moi, je vais re-rentrer dans la boucle. Nous, on est une équipe pluridisciplinaire, donc je vais re-rentrer dans la boucle. Et là, il y a peut-être un travail sur le trouble à faire et sur le rétablissement. Et peut-être que je vais voir la personne pendant 2, 3 mois de façon régulière. Et après, la personne va de nouveau ou en parallèle. Voilà. Mais de toute façon, moi aussi, ce que je trouve assez vraiment, et c'est pour ça que je me bats, ce que je trouve important, c'est qu'il n'y a pas de systématisation de l'accompagnement. C'est pas on rentre comme ça, on fait ça. Pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. Parce que déjà, on a des troubles psy différents. C'est-à-dire que moi, j'accompagne surtout des patients souffrant de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs, un peu de bipolaire, mais pas trop, de troubles anxieux. Mais pour moi, je suis désolée, c'est pas la même façon non plus d'accompagner. Je sais que ça, on n'est pas tous d'accord, et en interne, et j'allais dire sur le territoire ou en Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment des gens qui travaillent de façon transdiagnostique. Moi, ça coince un peu. Je suis peut-être vieux jeu, mais ça coince un peu. En tout cas, c'est important pour moi que ça vienne, que leur demande soit respectée, même si elle est complètement euh, un peu, enfin, lunaire, quoi. Enfin, si je sais plus quel psychiatre disait, écrivait, oui, mais de toute façon, le rétablissement, c'est même si le psychiatre, même si la personne concernée demande à être astronaute, on doit l'accompagner, quoi. Et c'est à lui de se rendre compte que, voilà, il y a une formation à faire, il va peut-être pas pouvoir la faire, etc. Mais c'est pas nous, dès le départ, qui devons dire non, tu peux pas, quoi. Je pense que ça, c'est important. Donc, l'accompagnement, j'allais dire, c'est suivant la demande de la personne. Après, on voit, quoi. J'ai eu des demandes, par exemple, c'était la première fois, donc j'en ai parlé en équipe parce que je voulais surtout être bordée. C'est l'arrêt des médicaments. L'arrêt des médicaments antipsychotiques, pardon. Bon, voilà, là, je suis allée chercher pas des conseils, mais de la ressource ailleurs. Et je suis allée aussi exposer en interne, voilà, leur montrer ce que je voulais faire et que ce soit bien bordé, que ça ne soit pas non plus la médiatrice de santé père qui encourage les patients à arrêter leur traitement. Parce que ça, ce sont des choses qui arrivent, qui ne sont pas arrivées, mais je sais que ça arrive à certains de mes collègues ailleurs. C'est un sujet parce que, au final, l'arrêt des médicaments, moi, je l'entends beaucoup. Et, et en même temps, en fait, c'est toujours la même chose. Il faut partir de ce que souhaite la personne, partir de ses rêves, de ses envies, parce que, en fait, si tu es dans la confrontation, moi, ce que j'ai appris, c'est que généralement, ça n'avance pas. Par contre, et à partir du moment où tu fais, entre guillemets, le schéma de, OK, imaginons, tu arrêtes le médicament. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que toi, grosso modo, ton hygiène de vie, elle est nickel chrome? Oui. Est-ce que tu Exactement. as des routines? Et en fait, généralement, la personne, si jamais on fait bien notre boulot, bah, elle se rend compte que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure des Exactement. décisions, Ouais. quoi. Exactement. Et c'est bien aussi de comprendre pourquoi la personne veut arrêter ses médicaments. Parce que souvent, c'est les effets secondaires, ou je ne veux pas prendre des médicaments toute ma vie, mais parfois, c'est parce qu'en fait, la personne n'a pas eu la psychoéducation de pourquoi elle prend ce médicament. Et ça, moi, je sais que, donc, je suis sous lithium, et mon psychiatre m'a expliqué à ce moment-là, quand il m'a. Alors, on avait essayé d'autres trucs, mais il m'a expliqué. Et du coup, j'étais dans cet accord. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas l'explication donc, parfois,
En fait, quand la personne veut arrêter, c'est juste qu'elle ne comprend pas pourquoi elle prend ça, pourquoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est à travailler avec elle aussi de savoir, oui, bah, ça, peut-être que ça prévient certaines crises, peut-être, voilà. C'est des plans de crise, en fait. Et aussi de prévoir avec elle, alors toujours lui dire aussi, pour se border, encore une fois, qu'elle en parle à son psychiatre, hein. Moi, je suis pas médecin, et je ne me prends pas pour son médecin, je suis la personne concernée qui a reçu une formation, voilà. Et aussi d'essayer de border avec il y a le GPS de Psycom, du site Psycom, qui est vachement bien pour ça, de dire, bon, bah voilà, en gros, pourquoi je prends des médicaments, et si je ne prends pas de médicaments, est-ce que je suis dans les bonnes conditions? Ce que tu disais, est-ce que je suis dans les bonnes conditions? Et sinon, est-ce qu'on peut prévoir ce qui peut se passer si je prends, qui prévenir, qu'est-ce qui peut se passer, etc. En tout cas, d'essayer d'en parler, mais hyper franchement avec elle. Mais de ne pas lui dire non plus non. Enfin, non, non, t'es schizophrène, tu prendras des médicaments toute ta vie. Enfin, ce genre de conneries, quoi. Voilà, c'est en parler, partager, qu'elle en parle avec son psychiatre et prévenir son entourage, etc., etc. C'est ça, et c'est vraiment cette difficulté et en même temps l'avantage qu'on peut avoir en tant que personne concernée de pouvoir un peu des fois rentrer dedans, mais dans l'écoute. Et c'est vrai que bah, ayant vécu certaines choses, des fois c'est plus facile de l'expliquer avec sa propre histoire. Comment toi tu fais justement? Parce que en tant que médiatrice de santé père, enfin, la distinction entre je suis un peu du côté médical et je suis un peu de ton côté. C'est toujours particulier. Comment tu fais? Ben, c'est dur, c'est le ni soignant ni soigné, hein. On est un peu, on ne sait pas. Et en fait, je ne l'explique pas jamais frontalement. Je l'amène quand je sens que c'est le bon moment pour la personne. C'est-à-dire qu'au premier entretien téléphonique, je ne le dis jamais. Je dis que je suis médiatrice parce que c'est un terme qui rassure. Médiatrice, on comprend, médiatrice de santé père, on ne comprend pas. Et je ne vais pas dire, alors j'ai la personne pour la première fois en entretien téléphonique pour comprendre cette demande, je ne vais pas lui dire, ouais, je suis comme toi. Enfin, pour moi, ça ne enfin, encore une fois, c'est moi, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, je vais l'amener progressivement avec l'équipe. Et quand la personne a besoin, justement, ça va être, ah, mais Nour, vous savez, elle a aussi un trouble. Et ça, après, c'est à moi de dire, mais encore une fois, il n'y a pas de règle parce que ça dépend aussi de la souffrance de la personne à ce moment-là. Alors parfois, je vais jamais mettre en avant les mêmes choses. Je vais jamais rentrer dans les détails parce que euh, parce que enfin, ça s'y prête pas. Enfin, ça dépend. Pour moi, la seule règle, c'est il y a pas de règle finalement enfin, évidemment. Dire, si ma boss écoute ça, elle va se dire, mais il n'y a pas de règle. Comment ça, il n'y a pas de règle? Enfin, si, je suis dans le sanitaire, donc il y a des règles. Mais pour moi, il y a pas de. Il y a pas, je ne suis pas une fiche détaillée. Voilà. Il n'y a pas de. C'est comme je le sens, selon la personne, comment elle le sent. Et encore une fois, quelles sont ses demandes. Et comment la personne peut être accessible. Et parfois, euh, parfois, la personne, récemment, j'ai eu le cas où l'usager a demandé à me voir et c'était que pour l'addiction, que pour comment j'avais fait pour arrêter, etc. Et on n'a absolument pas, lui, un trouble psy, j'ai un trouble psy, qui ne sont pas les mêmes, et on n'a absolument pas, parce que il n'avait pas envie, enfin, j'allais pas lui en parler. Il veut pas en parler, il veut pas en parler. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est son choix. C'est pour ça et puis il y a aussi un niveau d'accès à la connaissance qui n'est pas le même. C'est-à-dire que déjà tout le monde ne veut pas tout savoir. Ça, c'est quand même un truc. Et puis, tout le monde n'est pas en capacité de. Enfin, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas forcément rentrer dans les détails de. Par exemple, j'ai une amie. C'est une amie, hein, c'est pas une patiente, c'est une amie de longue date. Elle a un trouble, elle a un TAG, un trouble anxieux généralisé ultra sévère elle a eu des psychoses, elle est restée 2 ans à l'hôpital, enfin, le calvaire. Aujourd'hui, donc ça, c'était il y a 6 ans, 7 ans, beaucoup d'addictions lourdes. C'était il y a 6, 7 ans. Aujourd'hui, elle, je me suis rendu compte, elle prend 6 médicaments différents sans savoir ce que chaque médicament fait et elle ne connaît pas son diagnostic.
Et en fait, moi, je lui ai dit, ah bah, si tu veux le faire, va chercher ton dossier MDPH. Et on a travaillé. Et forcément, le dossier MDPH, c'était marqué un F quelque chose. Donc, les codes de la CIM incompréhensibles pour le patient. Et donc, du coup, je dis, est-ce que tu veux que je recherche? Donc, ça, on l'a travaillé ensemble. Mais par exemple, elle n'a pas voulu. Les médicaments, elle s'en fout. Elle les prend, elle s'en fout. Ben, je ne vais pas lui dire. Alors, pour la charrier un peu, parce que c'est ma pote, je lui dis un peu, je lui dis, ah, alors, t'en prends beaucoup. Mais elle les prend. Si elle a envie de savoir exactement ce pourquoi c'est fait, ben, soit elle demande à son psychiatre n'est pas vraiment disponible, puisque c'est un psychiatre public, mais soit à son infirmière, soit elle revient vers moi. Mais l'idée, moi, je pense que c'est de donner des clés, de donner mon numéro de téléphone ou celui de quelqu'un d'autre ou un site internet. Et après, le patient, il doit avoir ses clés dans sa poche et sortir voilà, une clé, peut-être un jour, peut-être dans 10 ans, on n'en sait rien, quoi. Mais voilà, ça se fait comme ça. J'ai aussi, pardon, je parle beaucoup, mais j'ai aussi un autre patient qui est complètement dans les addictions et qui s'en fout, qui est, euh, qui est très intelligent, mais qui s'en fout. Voilà. Et ben, je lui dis, voilà, ça, c'est lié à ça. Je lui parle, je lui dis, tu t'en fous maintenant d'entendre ça. Mais je te le dis parce que moi, je suis passée par là. Je te le dis, moi, je m'en fous. Je te dis, si tu as envie de consommer tous les jours, je m'en fous. Personnellement, je ne suis pas juge. Mais je veux juste te dire un truc. Et tu le gardes dans ta tête et peut-être que ça ressortira un jour. Voilà. Et c'est ça, et je pense que enfin, sur beaucoup de sujets, chacun a plus ou moins envie d'avoir des informations. Maintenant, le fait de, je suis comme toi, le fait de savoir quel trouble psy on a et de bien connaître et de devenir un peu expert de ce trouble psy, pour moi, c'est quand même pour la majorité des gens une base. Et d'ailleurs, je fais un peu d'auto-promo, mais on a fait une formation qui est offerte où vous pouvez découvrir ce que c'est que la bipolarité avec énormément de vidéos, de quiz, d'articles, etc. Et c'est vrai que c'est des choses, personnellement, que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai été diagnostiqué. Un peu une base qui est simple d'accès, où je fais mon petit parcours petit à petit. Maintenant, est-ce que tu as des conseils? Parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent un peu du jour au lendemain, j'ai envie de devenir médiatrice de santé père, médiateur de santé père. Quelles questions il faut se poser? Parce que c'est quand même une décision, l'air de rien, bah, il faut prendre des études. Puis après, c'est pas pour le faire un an. Enfin, ça sert à rien de faire un an d'études, c'est pour bosser un an. Mais comment tu conseillerais justement pour te poser les bonnes questions et y aller ou ne pas y aller aussi? Alors, contrairement à toi, je pense que tout sert à quelque chose, même si on fait un an d'études. Enfin bref. Alors, alors déjà, moi, je pense qu'il faut. Alors, c'est le gros sujet du rétablissement, hein, se sentir rétabli. C'est-à-dire se sentir pour soi rétabli. On s'en fout de la vie des autres, mais se sentir rétabli. À l'époque, je me sentais suffisamment rétabli pour entreprendre tout ce chemin. Donc déjà, se sentir suffisamment rétabli. Ensuite, avoir. Alors moi, je l'ai pas fait, mais je pense que je l'ai pas fait, mais je suis restée 3 mois dans. Enfin, moi, j'ai suivi la. J'ai été au château de Kate, qui est un truc de père aidance pour soigner mes addictions. Et du coup, c'était pas une formation, mais du coup, j'étais dedans. Donc, c'était un peu du live. Il faut avoir tenté ce que c'est la père aidance. C'est-à-dire que si on ne l'a pas tenté en étant soigné par un père aidant, peut-être faire un peu de bénévolat enfin, ou se renseigner, mais savoir exactement ce que c'est. Et ouais, je dirais être prêt à découvrir. Parce que ne pas arriver avec des. C'est pas parce qu'on se renseigne qu'il faut avoir des idées arrêtées, hein. Voilà, ça c'est valable pour tout. On peut se renseigner, mais être prêt à découvrir. Parce que franchement, moi, ces 2 dernières années, j'ai autant découvert sur le métier, ça c'est sûr, puisque je ne l'avais jamais fait avant, mais j'ai aussi énormément découvert sur le trouble, sur la bipolarité. Et je pense qu'il voilà, il faut être prêt. Il faut aussi être prêt je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, il faut être prêt à s'en prendre plein la gueule. Il faut être prêt. Il faut trouver des ressources. Il faut être prêt. Voilà. Alors, prêt, c'est très subjectif. Voilà.
Voilà. Bon, le truc quand même majeur, c'est arrêter de consommer, ça c'est sûr. Si on a consommé, bon, c'est quand même parce que ça va pas avec la reprise d'études et le travail en hôpital public. Enfin, moi je trouve. Donc moi ça c'est un truc que j'avais réglé avant. Mais par exemple, j'étais tellement focus sur ce truc d'addiction qui pouvait me revenir à la gueule, parce que bon, pour moi la guérison n'existe pas, hein, c'est le rétablissement, que j'ai pas vu le développement de nouveaux aspects des crises de bipolarité, on va dire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Mais est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est l'âge aussi? Est-ce que c'est... Enfin, c'est aussi... enfin, je suis désolée, mais c'est une maladie de merde et on en découvre tous les jours, hein. Mais ça, je n'avais pas cette notion-là parce que moi, j'étais tellement focus en me disant, j'ai un bon psychiatre, j'ai un bon traitement. Aussi, si j'essaie de faire tout bien, ça marche. Évidemment que ça marche. Mais ça n'empêche pas quelques rechutes. Et voilà. Après, les rechutes, elles peuvent être bordées aussi, hein. C'est voilà. Moi, j'ai fait je vais dire mini rechutes parce que ça m'a pas empêché de. J'ai pas démissionné déjà pour moi, qui est un truc énorme. Et plus on en sait sur la maladie, plus on arrive à border ces rechutes. Ça, c'est un truc, mais c'est quand même un truc incroyable. Donc, être prêt, être relativement stable, ne pas avoir peur de rechuter. Et vraiment, ce qui est hyper important, c'est toujours avoir un accompagnement psy. C'est pas parce qu'on est. Moi, je suis médiatrice de santé publique, j'ai toujours un psychiatre, hein, voilà. C'est parce que. Voilà. Et essayer de trouver des ressources pour tenir. Ça en vaut la peine. Et pour faire la question finale, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Ah. Moi, ma baguette magique, ça serait l'accès, enfin, l'accès aux soins. L'accès aux soins. Soins, ça ne veut pas dire hôpital. L'accès aux soins en général. Et moi, je vois ce qui se passe maintenant. Donc, j'ai plus de 45 ans. Tout ce que je sais maintenant, si je l'avais su, si je l'avais su plus tôt, mais c'est des années de vie en plus. Enfin, il ne faut pas oublier ça, hein. C'est quand même une maladie qui nous bouffe. C'est une maladie où il y a une espérance de vie quand même moindre. Je suis désolée de casser l'ambiance. Mais voilà. Donc, c'est l'accès aux soins pour tous. Vraiment, de développer ça, que ça soit facile, que ça soit, bon, peut-être pas gratuit, mais si que l'État fasse en sorte que ça soit, en tout cas, accessible. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, il y a un peu le côté où c'est difficile des fois d'avoir accès à ne serait-ce qu'un un psychologue ou un psychiatre ou à un père aidant, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose Complètement. qui est développé, ça va dans le sens de l'histoire. Et à côté de ça, parce qu'on n'a pas cet accès, bah, derrière, ça entraîne des conséquences qui sont beaucoup plus néfastes et qui, du coup, demandent parfois une hospitalisation. Et c'est vrai que c'est un sujet, et c'est le nerf de la guerre. Donc, je te rejoins. Merci beaucoup, Nours. C'était vraiment un Merci. plaisir. Et puis ouais, au plaisir de reparler une prochaine. Je te souhaite une très belle journée. Si tu veux dire un petit mot de la fin, Et un bon rétablissement à tous. c'est très bien dit. Au revoir. Au revoir. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.